Plus d'une décennie que Bachar el-Assad était au banc de la communauté internationale, à la faveur de quelques événements dont nous aurons peut-être l'explication au cours de cette émission. Le président syrien est revenu des grandes puissances de la région. Entre-temps, à la faveur du prochain sommet arabe devant se tenir le 19 mai 2023, la Syrie est invitée par le pays organisateur, l'Arabie Saoudite, par l'entremise de son roi, le roi Salman, à participer à ce grand rassemblement des pays qui comptent dans le pourtour du Moyen-Orient. En temps également, la Syrie est redevenue membre de la Ligue arabe dont elle avait été exclue en 2011. Pour le moment, les puissances européennes et américaines restent sur leur position. Pour ces parties du monde, le président syrien Bachar el-Assad demeure infréquentable selon le vocable consacré. Nous allons revenir rapidement sur cette séquence de géopolitique qui tend à redistribuer les cartes dans la région. Et si le temps nous le permet, nous allons nous appesantir sur un autre thème un peu plus léger, mais non moins important. Nous allons parler de soft power entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Après cette Coupe du Monde brillamment organisée par ce petit pays du Golfe, l'Arabie Saoudite tente quelque peu de reprendre le leadership dans cette région. Est-ce que la venue de Ronaldo avant celle de Messi que l'Arabie Saoudite tente d'arracher directement au Qatar via le PSG est une autre séquence, est un autre développement de cette guerre de leadership qui oppose ces deux pays du Golfe. Nous allons nous poser ces deux questions avec Hamzat Abdoulaye qui est en plateau, consultant et analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. En ligne depuis Rabat au Maroc, le docteur Djifa Agbezouken, spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, ici, normalement, il devrait nous rejoindre, Joël Ataï-Getegbe, expert en gouvernance. Alors, docteur Djifa Agbezouken, je commence par vous avec, on va dire, Bachar el-Assad devenu subitement fréquentable. Bon, je ne dirais pas qu'il est devenu fréquentable, mais il essaie de redevenir fréquentable. Je pense que c'est le thème le plus approprié parce que, alors, il faut essayer de mettre les choses dans le contexte. Je pense que le séisme qui a frappé une partie de la Syrie en est pour quelque chose dans ce retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, dont le pays avait été exclu depuis près de 10 ans déjà. Donc, personne ne peut rester insensible face à une population syrienne qui a déjà été meurtrie par la guerre civile et qui maintenant doit encore subir les effets d'une catastrophe naturelle. Donc, personne ne peut rester insensible face à cela. Donc, je pense que ça doit être ça, la raison peut-être qui a poussé les autres États membres de la Ligue arabe à accepter la proposition de l'Arabie saoudite de recevoir à nouveau la Syrie au sein de l'organisation. Au-delà de ça, on pourra aussi dire que cela a été facilité quelque peu par le rapprochement entre Riyad et l'Iran. Donc voilà, ces deux pays qui se sont rapprochés aussi a facilité un peu, je crois, le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Je pense, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que nous avons une population syrienne quand même qui souffre et ce serait dommage de continuer à punir le peuple parce qu'après tout, exclure la Syrie de la Ligue arabe et de toutes les instances internationales, c'est la population qui souffre avant tout. Si ça avait été quelque chose de positif, le fait de les exclure, je pense que Bachar al-Assad aurait quitté le pouvoir depuis longtemps. Mais il est toujours au pouvoir, donc maintenant je pense que c'est quelque chose avec laquelle il faut travailler et les membres de la Ligue arabe ont pris la bonne part des choses en jouant au réalisme, en tout cas, qui doit qualifier cette action en acceptant de nouveau le pays dans l'organisation. Voilà. Hamzat Abdoulaye, un principe de réalité, parce que quand on regarde un peu tous les pays du Golfe, hormis peut-être le Qatar, qui pour le moment n'entend pas, disons, cette nouvelle position de ces autres compères de la région
puisque on peut supposer que du fait de son implication dans, disons, le financement et l'appui matériel à cette opposition à Bachar el-Assad, le Qatar a peut-être du mal à tourner Kazakh de but en blanc. Donc, hormis le Qatar, tous les autres pays de la région, de l'Égypte à l'Arabie Saoudite en passant par les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, tous ces pays sont plutôt disposés à coopérer de nouveau pleinement avec Bachar el-Assad. Oui, et cela va être acté par la réintégration de la Syrie au sein de cette Ligue arabe, n'en déplaise aujourd'hui au Qatar. Et il faudrait aussi comprendre que la géopolitique est en train de se réorganiser, pas seulement dans le Proche ou Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Et il faut souligner aussi que le rapprochement a été certainement accéléré, comme l'a rappelé le docteur Diffa, a été accéléré par la catastrophe naturelle qui était le séisme qu'il y a eu au nord de la Syrie. Mais en amont, il y avait déjà eu des tentatives de réconciliation pour établir une certaine accalmie entre les États arabes et la Syrie. Et en avant, bien entendu, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que parallèlement, la Syrie a déjà entamé, sous l'égide aussi de la Russie, un processus d'accalmie diplomatique avec la Turquie. Et c'est une première aussi. On ne le dit pas assez, mais il y a quelques jours, je pense le 10 mai, les deux ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés sous l'égide de la Russie, en Russie, à Moscou justement, pour essayer de trouver une sortie face à cette crise qui perdure. Dernier élément notable aussi que je vais citer, c'est la guerre au Yémen. Vous savez, depuis plusieurs années, l'Arabie Saoudite menait une guerre au Yémen et mène toujours une guerre au Yémen. Mène toujours, peut-être. Même il y a une certaine accalmie. Il y a une certaine accalmie parce que quand je parlais justement de la géopolitique qui était en train de se refaire dans cette région, c'est que l'Iran, qui est l'ennemi naturel de l'Arabie Saoudite, aujourd'hui a entamé, sous l'égide là, bien entendu, de la Chine, a entamé un processus de paix. Et ce processus de paix a une répercussion directe sur le Yémen, parce que les Houthis, qui sont des rebelles chiites, sont soutenus naturellement par l'Iran. Et si l'Arabie Saoudite et l'Iran entament une paix, c'est que par procuration, c'est que la guerre au Yémen va s'arrêter. Et ça, c'est bien sûr à l'actif de la Chine, de la Russie, qui sont justement ces deux superpuissances qui sont en train de prendre le dessus par rapport au monde occidental dont les États-Unis sont à la tête. Je peux comprendre les déclarations du secrétaire général Anthony Blinken qui estime que la Syrie ne serait pas légitime pour réintégrer cette Ligue arabe. Moi, j'estime que Anthony Blinken doit pouvoir revoir ses copies parce que le verre n'était plus à moitié vide, le verre était dramatiquement vide depuis plusieurs années et il est temps que Bachar el-Assad puisse retrouver cette légitimité à l'international. C'est vrai, et on ne le dit pas assez, mais il y a eu des millions de morts. Mais face à tout processus de guerre à l'interne, il arrive un temps où il faudrait prendre ses responsabilités et ça, c'est le rôle aussi des États qui sont autour de la Syrie, de pouvoir faire la paix avec la Syrie, mais de donner cette responsabilité à Bachar el-Assad, de pouvoir faire cette reconstruction qui est nécessaire pour les Syriens. On parle des sanctions aussi. Oui. Il est temps aussi que les sanctions puissent être levées du côté de l'Occident pour permettre à Bachar el-Assad de reconstruire son pays. Même si on peut le souligner aussi, il reste toujours une bonne partie comme la province d'Idlib qui est toujours sous la main des rebelles. Voilà, Dr Diffa Agbezoukeng, je parlais en introduction de la position des pays européens et des États-Unis. Il peut être difficile de croire à une levée prochaine des sanctions parce que de façon pratique, si on est pragmatique, ce serait faire une belle fleur à la Russie que de lever les sanctions qui frappent la Syrie parce qu'on sait tous, en tout cas de mémoire, que la colonne vertébrale, en tout cas de la survie du régime de Bachar el-Assad a été la Russie pendant tout ce temps. Il y a une base importante en Syrie, donc voilà, lever les sanctions contre Bachar el-Assad et la Syrie serait faire une fleur à la Russie. Et quand on considère la guerre qui oppose la Russie à l'Occident via l'Ukraine, on peut comprendre que
lever des sanctions, il n'en sera certainement pas question d'ici là. Bon, je ne pense pas que en enlevant les sanctions qui ont été opposées à la Syrie depuis un moment déjà, et ce serait faire une fleur à la Russie, parce qu'en fait, aujourd'hui, bon, avec le tremblement de terre qui a eu lieu, les sanctions ont été suspendues. Oui. Pas levées, mais suspendues tout de même. Donc, je pense que c'est... Et déjà la question s'est posée. Déjà la question s'est posée. Suspendre, il y a beaucoup qui disaient, voilà, suspendre les sanctions, c'est quelque peu, disons, faire, comme on le disait, faire une petite, même si c'est pas, faire une petite fleur à la Russie aussi, même si finalement la sanction par, disons, penchant humanitaire a été suspendue. Alors, concernant le fait de s'émouvoir devant un peuple qui souffre. Donc, ça aurait été inhumain pour les Occidentaux de maintenir les sanctions, sachant que vous avez la population qui souffre. Les sanctions en question ne font pas du mal à Bachar al-Assad, sinon ça fait longtemps qu'il aurait quitté le pouvoir. Vous voyez, donc, il est resté au pouvoir malgré tout. Donc, ça veut dire que ces sanctions, il faut s'interroger sur leur efficacité. Peut-être qu'il voudra voir les mécanismes, mais le fait est que ce n'est pas efficace. Si ça avait été le cas, Bachar al-Assad aurait quitté le pouvoir depuis longtemps. Donc, concrètement, c'est la population qui souffre de cela. Et d'ailleurs, même les Européens, certains pays européens, notamment le Danemark et la République tchèque, je pense, sont en train de subir de plein fouet en fait une vague d'immigration massive de populations qui fuient en fait les catastrophes au niveau de la Syrie pour se rendre en Europe. Donc, en gros, ça ne leur fait pas du bien non plus de maintenir ces sanctions. Mais je pense que c'est peut-être question d'ego pour ne pas dire, voilà, avouer à la face du monde leur échec dans la gestion de ce conflit qui vont peut-être le maintenir. Mais jusqu'à quand ça va durer? Parce qu'à un moment donné, il faut se rendre à la réalité et essayer de jouer avec ce qu'on a sur le terrain. Aujourd'hui, quelle alternative ils ont pour la Syrie, à part Bachar al-Assad, qui se maintient malgré tout au pouvoir? Donc, c'est la question à se poser. Donc, aujourd'hui, si eux ne font pas le pas peut-être vers la Syrie pour essayer de remettre les choses en ordre, la Russie le fera. D'ailleurs, la Russie est déjà en marche et le collègue vient de le rappeler. La Russie est en train de mener la discussion pour un rapprochement entre la Syrie et la Turquie. Donc, si la Russie réussit à faire cela, donc concrètement, les Européens vont se mordre les doigts. Vous voyez, donc ils ont tout intérêt justement à revoir leur copie et à essayer de s'adapter à la nouvelle réalité. Je pense que s'ils essaient de maintenir leur position, c'est purement pour des questions idéologiques, les questions liées aux droits de l'homme. Mais qu'est-ce que ça en est jusque-là? Ça fait longtemps que cette guerre dure. Les droits de l'homme, on en parle, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que Bachar al-Assad puisse en tout cas respecter les principes qu'on dit de droits de l'homme? Aujourd'hui, quelles sont les choses concrètes qu'on propose à la population syrienne? C'est à ça d'ailleurs qu'il faut penser. D'ailleurs, l'Arabie saoudite, en essayant de faire réintégrer la Russie, ne le fait pas non plus de façon désintéressée. Et ça a été rappelé tout à l'heure, la guerre qui oppose l'Arabie saoudite au Yémen constitue une réelle menace à la paix de l'Arabie saoudite également. Donc en se rapprochant de l'Iran, l'Arabie saoudite espère que l'Iran puisse jouer un rôle à ce niveau-là pour permettre à ce que les Houthis, ces groupes insurrectionnistes qui lancent régulièrement des roquettes... Oui, que l'Iran cesse simplement d'armer les Houthis. Justement, le but de l'Arabie saoudite, je pense que c'est de faire en sorte que ces Houthis arrêtent de lancer des lance-roquettes sur le territoire, ce qui constitue quand même une menace à la sécurité du pays. Or, la sécurité est importante pour l'Arabie saoudite qui tente justement de faire venir des investisseurs dans tous les domaines possibles qu'ils soient. Voilà. Et je reste avec vous. Un dernier truc là on va faire un tour de table, un dernier tour de table là-dessus. La question qui se pose évidemment dans ces conditions-là, c'est cette opposition qu'on a portée au firmament, cette opposition-là qui a lutté pendant des années, soutenue par tous ces pays qu'on évoque encore aujourd'hui, le Qatar, l'Arabie saoudite, armée, soutenue, entretenue. Là, sur cette normalisation que vous décrivez tous, tout ce beau monde, disons, passé par perte et profit. Alors,
et quand vous avez deux pays qui s'affrontent, il y a toujours d'autres pays qui vont essayer chacun de s'aligner selon leurs propres intérêts. Donc, il faut toujours rappeler que les États n'agissent sur la scène internationale que par intérêt. Quels sont les intérêts qui sont en jeu pour chacun? Donc, chacun va essayer de tirer son épingle du jeu. Bon, on ne peut pas leur en vouloir. Voilà. Je pense que voilà, on peut pas leur en vouloir de vouloir chacun tirer le drap de son côté, mais à un moment donné, il faut aussi penser en fait à une population qui souffre. Nous sommes des êtres humains et l'humanité exige à ce que quand vous voyez une population qui souffre, quels que soient les intérêts que vous puissiez avoir, essayez de trouver une solution pour que voilà, les gens puissent vivre sereinement. Et aujourd'hui, que ce soit les pays du Golfe ou de l'ensemble du monde arabe ou même de l'Europe, je pense que chacun a intérêt à ce que les choses se calment du côté de la Syrie, que les choses redeviennent normales, que le pays soit reconstruit pour que les gens puissent avoir envie d'y rester et de ne pas immigrer vers l'Europe qui est envahie. Donc chacun a intérêt justement à ce que les choses se calment. Donc si on va dire chacun, au-delà des intérêts particuliers que les États puissent avoir, ils ont un intérêt commun qui est à ce que le pays soit pacifié. Et pour que ce soit fait, ils ont un interlocuteur qui est Bachar al-Assad avec qui il faudra jouer. Voilà, Joël Ateg qui nous a rejoint entre-temps. Bonsoir. Alors sur cette question rapidement, on avait commencé par la défricher, pardon. Voilà, une cause entendue, Bachar al-Assad comme si de rien n'était, 10 ans après, on va dire avoir, en tout cas après un purgatoire de 10 ans revient comme neuf. L'essentiel pour lui était de pouvoir tenir. Il a tenu. Il a tenu, bon, donc il revient dans les bonnes grâces selon les intérêts du moment. Oui, les droits de l'homme. Non, les relations internationales ne sont pas faites de ça. On les évoque à l'occasion. D'accord. Souvent. De votre bouche, ça a une connotation particulière. Non, moi je ne les évoque pas, mais je constate qu'ils sont instrumentalisés. Pour servir des causes plus politiciennes. Oui. Et donc les intérêts des uns et des autres. Allant vers cela, vers des réarrangements, la redécouverte de certains partenaires. Peut-être même que Saddam Hussein, vivant, aurait pu être à nouveau un partenaire fréquentable pour l'Occident. Donc il faut s'habituer sans état d'âme à ces renversements d'alliances. La morale en prend un bon coup, mais les relations internationales ne sont pas faites de ça. Même quand on appelle de nos voeux un espace juridico-éthique au niveau des relations internationales, il en faut beaucoup. Il y en a beaucoup plus, loin de la coupe aux lèvres. Oui. Et donc, M. Bachar al-Assad, quelque part, a eu son brevet de stabilisateur de la région. Enfin, c'est un résistant à divers égards. Oui, en cas, vu de la part des Occidentaux, de ceux qui le combattaient, qui l'ont diabolisé, il démontre au moins, à contrario, qu'il est une espèce de lieutenant, qu'il est capable de faire la police à ce niveau, de faire le job, de sous-traiter ce qu'on lui concédera au niveau des relations internationales. Ça marche comme ça. Le droit à l'autodétermination des peuples, le droit à la démocratie et autres, on le constate, sont relégués au second plan, dans la mesure où l'Occident en a assez d'avoir des vagues d'immigration qui viennent de toutes parts, et j'en passe. Dans la géopolitique sous-régionale, il y a encore d'autres dynamiques. D'autres dynamiques, peut-être qui échappent à la raison, à la morale, il faut constater. Voilà. Sur ce point, droit de l'homme et tout ce qu'on dit dans ces cas habituellement, les opposants, les valeureux opposants qui se sont donné corps et âme pour faire triompher la démocratie. Démocratie et opposants peut-être instrumentalisés par des forces bon, après quoi on peut le dire. Et ce qu'il faut retenir pour moi, c'est l'émergence de l'État islamique aussi. Est-ce que c'était voulu ou bien... donc il faut aussi poser la question à ceux qui ont favorisé l'émergence de ces monstres. Exactement, parce que la durée de ce conflit n'a pas pourtant éteint les velléités terroristes ou djihadistes ou l'avancée de l'État islamique. Je ne le pense pas. Et l'autre chose, c'est que la lecture que je fais de ce conflit prouve une chose qui est claire à mon niveau, c'est que les Occidentaux ont toujours vu les problèmes dans les États du Golfe, du Proche-Orient, du Moyen-Orient et même en Afrique, ont toujours donc vu les problèmes comme étant des résurgences politiques. Et face à ça, il faut toujours
mettre une armée ou une guerre, soutenir une guerre ou une opposition en les armant d'ailleurs. Je ne vois d'ailleurs pas comment on peut soutenir une opposition en les armant contre un régime en place. Donc opposer la force face à des problèmes qui sont politiques ne résout aucun problème. Et ça fait une décennie, voire même deux, hein, si on égrène le chapelet des années, que le conflit dans cette région perdure. Et la solution de la force n'a rien résolu. Au contraire, il y a eu des millions de morts. On parle d'un demi-million de morts peut-être et des milliers de déplacés à l'intérieur. Et ça cause aussi un autre problème, le problème de la crise migratoire dans les pays européens. Et aujourd'hui, il faut être clair là-dessus. Si les Européens sont en train de changer de fusil d'épaule, ce n'est pas parce qu'il s'agit de problèmes de droits de l'homme ou d'intérêt dans la région. Non, c'est parce qu'il s'agit avant tout... C'est en train de se faire parce que la crise migratoire aujourd'hui en Europe est devenue plus qu'un problème politique. C'est devenu un problème qui prend tellement de place dans les discussions politiques, dans le débat social aussi. Et ça, ils ne prennent pas ça à la légère. Donc face à ce problème, il fallait quand même prendre des décisions qui vont dans le sens de réduire cette crise migratoire. Même si je ne dis pas que ça va se faire dans les brefs délais, je pense que ils sont plus dans un allant de rétablir une certaine paix ou une certaine accalmie avec la Syrie pour que les immigrés qui sont déjà présents depuis plusieurs années puissent retourner chez eux, comme l'a rappelé le docteur Diffa, au Danemark par exemple. On n'en veut plus littéralement de ces Syriens qui empestent les rues entre griffes. Entre griffes, parce qu'il faut rappeler que c'est la tendance aujourd'hui. Il faut... exactement. Donc voilà, c'est plus pour les intérêts migratoires que les États européens ont suspendu leurs sanctions vis-à-vis de la Syrie. Et je conclue sur la question en disant Bachar al-Assad a tenu bon parce que c'était la meilleure option qu'il avait en face de lui. Il quitte le pouvoir, eh bien, il perd tout et met la Syrie en lambeaux. Exemple, la Libye. Muammar Kadhafi, il n'est plus, mais la Libye reste toujours en lambeaux et rien n'est résolu. On ne sait pas si ça va se terminer un jour. Donc, très bonne décision de Bachar al-Assad. J'espère en tout cas avec cette recomposition. Oui, avec cette recomposition de la géopolitique, j'espère que ça va être... C'est pas de maintenant que la Russie est intervenue comme stabilisateur. Exactement. Au début, on la voyait uniquement en allié de la... Depuis on voit quelle pourrait être son utilité dans les relations internationales. Du coup, il nous reste 5 minutes. On va rester sur ce sujet pour finir. Du coup, que se serait-il passé si... J'ai revenu sur un vieux dossier, si Barack Obama n'avait pas reculé sur sa fameuse ligne rouge. Je reste avec vous. Oui, si Barack Obama n'avait pas reculé, eh bien, on aurait eu un désastre sans précédent. C'est une certitude. C'est vrai que sa décision, à l'époque, a quand même été discutée, débattue par les uns et les autres. Mais critiquée surtout. Oui, critiquée. On peut comprendre le sens de cette critique aussi, parce qu'on voit clairement aussi les intérêts des États-Unis dans cette crise. Et d'ailleurs, quand Anthony Blinken s'exprime par rapport à cette légitimité de la Syrie au sein de cette même Ligue arabe, alors qu'il n'a pas le droit, il n'est pas un deus ex machina pour dire qui ou qui ne doit pas intégrer. Oui, pour le coup, lui, il était au cabinet de Biden, il était dans l'administration. Exactement, il était au parfum tout de même de ces événements. Mais c'est pour ainsi dire que les États-Unis aujourd'hui sont dépassés par la nouvelle structure géopolitique qui est en train de s'organiser autour de la Chine et de la Russie, qui prend en compte l'Arabie Saoudite, l'Iran et bien entendu aujourd'hui la Syrie, parce que dans cette région, on ne peut plus négliger la force de la Syrie qui est une force certaine. Et aujourd'hui, avoir la Syrie avec soi au sein de cette Ligue arabe, c'est une façon de mettre fin à cette guerre au Yémen, bien sûr avec l'Iran de l'autre côté qui a initié une sorte de paix avec l'Arabie Saoudite, mais c'est surtout mettre en avant un processus de paix dans la région pour une donnée, pour une donnée illimitée, je vais dire, illimitée dans le sens où la stabilité politique de cette région va amener une stabilité économique que tous les États de cette région recherchent. Et qui parle de stabilité économique évoque bien entendu
l'évolution sociale, parce que le social a beaucoup plus perdu que le politique au sein de ces différentes crises. Docteur Tifa Agbezouken, pour finir, je ne vais pas vous poser la même question sur Barack Obama, sur cette fameuse ligne rouge qui n'a pas été suivie des conséquences, mais plutôt sur cette paix des braves, cette entente cordiale qu'on semble observer avec les yeux de Chimène entre l'Iran et puis l'Arabie Saoudite. Et quand on considère que Israël a fait la paix avec tous les pays du Golfe et soit toujours en tension presque vitale avec l'Iran, comment cette histoire peut finir? Je pense que tout est question d'intérêt. Aujourd'hui, si l'Arabie Saoudite s'est rapprochée de l'Iran, c'est comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le but de pouvoir juguler la crise avec le Yémen et essayer de sécuriser son territoire. Donc, je pense que dans les mois ou dans les années à venir, ils trouveront en tout cas un intérêt commun à pouvoir collaborer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres États membres de la Ligue arabe qui collaborent avec l'Israël. Oui, la plupart, sauf peut-être le Qatar, sinon les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Bahreïn. Voilà, tous les pays ont fait la paix en griffe avec Israël. Exactement. Donc, tout est question d'intérêt. Donc, je pense qu'ils trouveront en tout cas intérêt d'entendre et en tout cas quelque chose qui va les faire travailler ensemble pour pouvoir faire avancer les choses. Parce qu'il faut le rappeler, la guerre n'arrange personne. Que ce soit celui qui domine ou celui qui est dominé, ils sont tous perdants. Donc, voilà, ils ont tout intérêt à ce que les choses se calment et que les relations économiques puissent être mises en place pour le bien-être de leur population. Voilà. Je me distinguerai un peu du docteur Jifa sur le dernier point. J'approuve tout ce qu'il a dit précédemment, mais la guerre arrange parfois certains fauteurs de troubles. Il y a une économie de la guerre, il y a des gens qui ont intérêt parfois à ce que le conflit perdure. À cette nuance près, je reprends mon compte son analyse et je dis qu'il ne faut pas négliger la présence d'un client. La Chine, qui a favorisé le rapprochement Arabie Saoudite-Iran, qui étaient deux islams irrédentistes, en cas irréconciliables, a priori. Et bon, donc, comme toujours. Oui, comme toujours, mais si de manière pragmatique, chacun voit ses intérêts, l'opportunité pour la Chine de s'approvisionner plus régulièrement en carburant, en pétrole auprès des uns et des autres, et pour les autres, celle de pouvoir vendre à un client majeur, peut-être qu'au nom des intérêts économiques, nous pourrions espérer une espèce de d'entente cordiale, qui ne fasse pas forcément l'intérêt des peuples. Les Kurdes qui sont à cheval sur l'Irak, qui avait espéré beaucoup de la décapitation du système du parti basse irakien et autres là, ne sont toujours pas à la fête. Sur la Syrie, la Turquie et même l'Iran. Voilà, et donc la communauté internationale ne rend pas justice à cette communauté kurde depuis longtemps, qu'on instrumentalise de temps à autre comme opposant à certains régimes. Mais souvent, on les passe au second plan. Et il en est ainsi de part et d'autre de certaines autres minorités ou revendications démocratiques, malheureusement, parce qu'il y a d'autres agendas manifestement plus importants pour les uns et les autres. Et peut-être que la pulsion belliqueuse pourrait être incontrôlable entre la Syrie et Israël. C'est ça qu'il faudra surveiller. L'Iran aura tendance peut-être à actionner, mais peut-être que l'Iran aussi est fatigué de le faire parce que l'Iran n'oublie pas qu'elle a fait la guerre au nom de l'islam, au nom des pays arabes qui lui ont très mal rendu en allant soutenir l'Irak. Très rapidement, mais pour l'Iran, il y a un objectif vital, c'est arriver à avoir la bombe atomique et ça, ils n'y renonceront pour rien au monde. Notamment, voilà. Donc, il y a une recomposition manifeste et les mois à venir vont nous dire qui auront des rôles majeurs et pourront pousser jusqu'au bout leurs objectifs. Voilà, merci. Oui. Très rapidement. D'accord avec l'analyse de mon confrère, c'est que toute cette stabilité annonce peut-être un lendemain trop pour Israël. Israël a vraiment de quoi s'inquiéter si tous les Arabes au sein du Golfe ou du Proche et Moyen-Orient arrivent à avoir une ligne commune. Eh bien, c'est un danger imminent pour Israël. Israël, parce que l'Iran est en train de recomposer est en train de recomposer sa bombe atomique. Et l'Arabie Saoudite, de l'autre côté, même s'il y a eu dernièrement une accalmie entre Israël et l'Arabie Saoudite, ça reste toujours une menace claire pour
l'État israélien. Voilà. Merci beaucoup Hamzat Abdoulaye, consultant analyste géopolitique, Dr Djifa Agbezouken, spécialiste des questions internationales en duplex depuis Rabat au Ram du Maroc, et Joël Ataï Guédegbe, expert en gouvernance sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. On parlera de football la prochaine fois et entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.